Donc, bienvenue à tous. Merci de vous être connectés à la web rencontre organisée par le Pôle Saint-Hélier en lien avec l'association Ruban Bleu & Co, dont Audrey Goldin, que vous allez apercevoir, est la présidente. Et je laisse pour démarrer la parole à Sophie Burlochwell, notre directrice générale. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette web rencontre. Nous sommes vraiment très fiers, le Pôle Saint-Hélier, avec l'association Ruban Bleu, d'organiser ce moment privilégié autour effectivement de projets de sportifs extraordinaires qui vont pouvoir témoigner de leur expérience, de leur initiative et de la manière dont ils se projettent dans les semaines et mois à venir sur des moments hors normes. Et ils vont nous faire rêver à travers la manière dont ils imaginent leur devenir à court terme avec et leur imagination et leur voyage, que ce soit en haut du Kilimandjaro ou bien sur des événements sportifs qui vont nous faire voyager ensemble autour des Jeux Olympiques. Alors, merci beaucoup à vous pour votre mobilisation. Et puis, merci pour cette belle organisation. Et je vais laisser la parole au docteur Nicolas qui va animer cette séquence avec Audrey Goldin, que je remercie aussi beaucoup. Merci Sophie, ravi également d'être présent. Donc, l'idée, c'est qu'avec Audrey, qui devrait apparaître sur les quelque part, mais c'est l'intérêt du direct, c'est qu'on va demander un petit peu à chacun de nos grands témoins de nous présenter leur projet en 2 minutes. Je sais qu'il y a des bavards, mais ils vont être concis et c'est très bien. Et puis après, on va essayer de parler un petit peu avec chacun, un petit peu de leurs expériences. Et puis, pour nous, je crois que c'est aussi très intéressant de se dire comment vous avez pu réagir après l'annonce du handicap, comment vous avez pu arriver à faire des choses aussi extraordinaires. Voilà, donc peut-être pour commencer, alors on va le faire dans l'ordre qu'on avait prévu. Donc on va commencer par Julien, finalement, et qui va en 2-3 minutes nous exposer le projet. Et puis après, comment Audrey reprendra la parole pour continuer sur l'interrogation. À vous, Julien. En 2 minutes. Ça fait un peu peur, cet interrogatoire, mais oui, bonjour à tous et merci beaucoup de m'accepter à cette webconférence, web discussion. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, j'ai été diagnostiqué en 2015, donc il y a 6 ans. Et oui, mon objectif, même rapidement, très bientôt, puisque je pars dans 2 mois et demi, c'est de grimper le Kilimandjaro avec un exosquelette. Donc, ça y est, on est sur les 2 minutes. Voilà, c'est ça. Alors, l'idée, finalement, comment vous est venue cette idée, finalement, de monter le Kilimandjaro et finalement, comment vous envisagez les choses et quelle est votre préparation, comment vous êtes organisé? Ça commence comme un rêve pas de gamin, mais d'ado. Enfin, vraiment, le Kilimandjaro, c'était un truc qui me faisait un peu rêver depuis longtemps. Et puis, en 2016, 1 an après mon diagnostic, j'ai un très bon ami qui m'annonce qu'il va le monter. Alors là, je me dis, 2016, c'était 1 an après avoir appris que j'avais une sclérose en plaques. Je me suis dit, c'est fini, quoi. Mais du coup, je l'ai félicité quand même, un peu par obligation. Mais en l'occurrence, j'avais j'étais un peu ennuyé, disons. Et du coup, l'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, puisque avec le Covid, on perd un peu la notion du temps. La Covid, pardon. Il y a 2 ans, j'ai fait un tour d'Europe qui était aussi un autre rêve d'ado et en solitaire. Et après ça, je me suis dit, maintenant, faut pas s'arrêter là.
J'ai commencé à envisager de monter le Kilimandjaro. J'avais deux problèmes. Le premier problème, c'était l'équilibre et le deuxième, c'était l'aspect musculaire, évidemment. L'aspect musculaire, l'équilibre. Déjà, j'ai réussi à trouver la solution en utilisant une barre. J'ai une équipe avec moi qui vont tenir une barre qui est un peu une main courante sur ma gauche à laquelle je vais me tenir et qui va me permettre de garantir une forme d'équilibre. Et pour tout ce qui est musculaire, ça, j'ai découvert l'exosquelette à Rennes et j'ai tout de suite, je me suis renseigné pour l'acheter et pour pouvoir ensuite grimper le Kili avec. Donc, ouais, ça, les entraînements succèdent et ça se passe de mieux en mieux. Donc j'ai de plus en plus hâte de monter. Voilà. Merci Julien. Deuxième grand sportif et grand témoin qu'on connaît déjà depuis quelques temps pour d'autres grands projets, mais Audrey va commencer à interroger Jérôme. Allez-y Audrey. Oui, bonjour à tous. Et du coup, bonjour Géraud. Je vais vous laisser également vous présenter en 2 minutes pour que tout le monde vous découvre un petit peu en premier. Ouais, bonjour Audrey, merci à tous déjà d'avoir organisé ça et proposé de participer et à ceux qui sont présents aussi. Rapidement pour me présenter, donc je m'appelle Jérôme Payot, je vous laisse calculer le nombre d'années. J'ai travaillé jusqu'en 2017 et en 2017, avec l'évolution de la maladie, j'ai été obligé d'arrêter de travailler et pour rien lâcher, j'avais envie d'aller à la rencontre des malades, donc j'ai fait un premier projet qui était de faire Paris-Marseille en kayak. Je ne savais pas qu'il y avait le TGV, j'aurais pu le faire en 3 heures, je l'ai fait en 55 jours. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre des malades et de leur dire, lâchez rien, on sait que ça peut être compliqué, mais on peut avoir des rêves. J'aime bien citer Saint-Exupéry qui dit, faites ta vie un rêve, d'un rêve une réalité, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appelé ça l'aventure Ustive, HU pour humaine et Steve pour sportive, qui est devenue une association. Et puis, ça s'est tellement bien passé que j'ai monté une expédition après dans le Grand Nord. On allait passer le 80e parallèle Nord avec 4 personnes en situation de handicap avec une sclérose en plaques. Et on a adopté 4 valides pour leur faire vivre des trucs incroyables parce qu'on sait que la vie des valides, c'est toujours un peu compliqué, le train-train quotidien. Donc, on s'est dit, on va les sortir de leur zone de confort, on les emmène avec nous. Et grâce à eux aussi, on a réussi à aller jusqu'au bout. Donc, c'était une très, très chouette expédition. Ok, c'est vrai que moi j'ai déjà suivi toutes vos aventures et je suis encore tout le temps et c'est vrai que c'est un plaisir à voir tout ça. Donc là aujourd'hui on est à 4 jours d'un tout nouveau défi. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, on se lance sur un très gros défi. Donc moi j'aime bien le handi plus valide et de casser un petit peu les codes. Donc on essaye de se lancer dans un très gros défi. On part dans la nuit de vendredi à samedi à 2 heures du matin. Pour essayer de faire un ultra triathlon format XXL. C'est-à-dire qu'on va être sur un format Ironman, on va nager 4 km, on va essayer de faire 180 km en handbike ou vélo selon les personnes, et avec après un marathon en fauteuil. Et l'idée, c'est qu'on ait une équipe de 4 avec, à l'image de la maladie, un soignant, donc un neurologue, 2 aidants, des gens qui ont des personnes malades dans leur entourage, et puis moi en situation de handicap. Donc ça, c'est le premier groupe qui va essayer de faire tout l'ensemble. Sachant que dedans, il y a un valide qui va le faire en format handisport comme moi pour être dans les mêmes conditions. Et puis, on a un certain nombre de personnes, et c'est vraiment un projet inclusif et participatif, un certain nombre de personnes qui vont nous accompagner sur une partie du parcours. Il y en a qui se rééduquent pour faire 10 km en vélo électrique ou 20 km en vélo électrique sur la partie marathon, on ira moins vite. Il y en a qui vont faire 50 km en vélo ou en bike. Voilà, donc, on va avoir tout un groupe de personnes, on va être jusqu'à 40, dont une Joëlette. On va être jusqu'à une quarantaine sur la partie course à pied. Et donc, si tout va bien, on arrive à 20h48 au Mont-Saint-Michel. Très bien. Alors, ça va être une superbe aventure à découvrir pour nous tous. Ouais, qui sera en live sur Facebook, Aventure Ustive, HUSTIVE, pour ceux qui veulent suivre. Il y a un live qui dure pendant toute la durée, donc 19-20 heures. Voilà, on est parrainé par Madame la ministre Cluzel et par Philippe Croison. Donc, ils vont aussi faire des petits témoignages et tout. Donc, ça va être un moment chouette. Oui, j'en doute pas. Troisième grand témoin, c'est Lénaïque Morin, avec une histoire aussi extraordinaire. Vous revenez d'Espagne, alors que faisiez-vous récemment en Espagne? Eh bien, oui, donc moi j'ai 30 ans, j'ai une sclérose en plaques depuis 9 ans maintenant.
Et donc, mon projet actuel, c'est les Jeux paralympiques. Donc voilà, l'Espagne, ça a été le dernier tournoi qualificatif pour les Jeux. Donc là, bon, pas officiellement, mais on va dire je suis qualifiée pour les Jeux de Tokyo, donc qui ont été reportés d'1 an. Et donc en septembre, je participerai donc aux Jeux paralympiques en para-badminton. Alors, bravo pour cette qualification. Alors, comment on en arrive là et finalement, comment on arrive à dire finalement, je vais aller faire du badminton et essayer d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques? Effectivement, on s'en rend pas compte en fait du tout. Donc moi, ça fait 20 ans que je fais du badminton, donc j'avais déjà la notion de la technique, tout ça. Et puis j'ai commencé à avoir la pathologie qui s'est un peu détériorée les 4 dernières années. Et je m'étais dit bon, de toute façon, le badminton c'est fini pour moi, j'arrête, je suis plus capable. Il y a beaucoup le psychologique qui joue quand la maladie évolue. Et au final, j'avais une amie, enfin j'ai toujours une amie de Rennes qui faisait déjà du para-badminton, qui était dans le même club que moi. Il m'a dit, bon allez, c'est bon, bouge-toi là, tu vas pas t'apitoyer sur ton sort. Il y a plein de gens qui ont la sclérose en plaques qui font encore du sport. Et du coup, ça m'a, on va dire, je me suis botté le cul. Et puis c'est bon, je me suis dit, allez, hop, on y va. Et puis en fait, j'ai commencé l'aventure. J'ai repris en septembre 2019 septembre 2018 le badminton et en fait en janvier 2019 j'étais déjà à faire des médailles au championnat de France para-badminton et 2 mois après je faisais de l'international, donc en fait ça allait super vite, j'ai pas trop compris ce qui se passait et puis en fait j'étais lancée direct dans le projet paralympique dès le début, donc on se rend pas du tout compte au début, on n'arrive pas du tout à y croire, quoi. Merci. Alors, à tous les trois, maintenant, on va commencer à des questions un petit peu. Vous savez tous que la maladie, la fatigue est un des symptômes le plus important et le plus. Quand on, sur une cohorte de personnes qu'on accepte, quand on demande quel est le symptôme le plus gênant, c'est toujours la fatigue qui arrive en premier. Alors, à tous les trois, comment on gère sa fatigue et finalement, comment on arrive à se dépasser, aller au-delà de soi, finalement, pour ces expériences extraordinaires? Qui commence? Ah ben, Lénaïque, commencez. Du coup, honneur aux dames, ce coup-là. C'est vrai qu'il faut vraiment, c'est toute une question, on va dire, d'organisation, je dirais, parce que faut pas se dire le soir, allez, ce soir, je me couche à 23h parce que demain, je travaille pas ou autre. Non, voilà. Dès qu'on commence à piquer du nez, on va se coucher. Le lendemain, si on se lève tôt, on fait une sieste l'après-midi. C'est toute une organisation de se dire, au moment où je sens la fatigue arriver, il faut que j'arrive à gérer ça pour pouvoir, derrière, il y a le travail à gérer, il y a le projet. Donc, il faut arriver, voilà, c'est une fatigue qui est cumulée, donc il faut arriver à s'organiser par rapport à ça et s'écouter surtout. Et bien se connaître, finalement. Ouais, exactement, ça vient dans le temps, malheureusement, au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Géraud, à la même question. Ouais, alors c'est vrai que la fatigue, c'est un vrai souci parce que c'est pas toujours maîtrisable. Il n'y a pas longtemps, sur une sortie de 150 km en handbike, je me suis endormi sur le handbike, donc on peut parler de fatigue. Deux choses pour moi, c'est la préparation et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire prendre le temps de se reposer, c'est-à-dire se préparer. Nous, on part 2 heures du mat, donc dès que j'ai fini ce soir, là, je vais me coucher. J'ai déjà décalé depuis 10-15 jours mes horaires de sommeil pour essayer d'être en forme à 2 heures du mat. Donc là, je finis mon dîner et puis je vais me coucher. Et j'utilise 2 outils personnellement. L'auto-hypnose, que j'utilise beaucoup pour me débrancher des douleurs, pour mieux dormir, ainsi de suite. Et le yoga aussi, qui m'aide énormément sur la connaissance de mon corps dont vous parliez. La connaissance du corps est super importante. Et je fais 1 heure de yoga tous les matins et ça m'aide à essayer de bien gérer ces aspects physiques, fatigue, récupération, ainsi de suite. Et on voit là encore, comme avec les Naïm, que c'est très contrôlé et qu'il y a beaucoup de maîtrise dans cette préparation.
Il y a beaucoup de travail. Vous voyez, même pour être franc, j'ai mon dîner qui est juste à côté dans mon assiette, que je suis en train de faire en parallèle pour aller me coucher vite derrière. Vous m'excuserez. Merci. Julien, alors, cette même question, finalement, parce que je crois que c'est vraiment une des questions majeures. Bah, c'est clair, même si je pense qu'il y a aujourd'hui une vision qui a un peu changé de la part des neurologues sur le fait de savoir bien gérer sa fatigue et de ne pas forcément l'empêcher à tout prix. Euh, c'est vraiment un truc qui est en train de changer. Les gens commencent à parler de l'intérêt de faire du sport, de se donner, d'avancer en fait vraiment et non pas de se freiner justement, ce qui en fait s'auto-entretient et fait que bah, au final on va agir de moins en moins et de moins en moins faire de sport, de moins en moins, etc. Donc oui, je pense qu'il y a une nouvelle vision de la fatigue. Après, il est clair que la fatigue, il faut la gérer et que c'est très compliqué. Et comme Géraud, sur le Kilimandjaro, on va se coucher très tôt et se lever très tôt aussi. Bon, c'est pas non plus aussi extrême que Géraud, sauf que ce sera 2 semaines d'affilée. Donc oui, je m'adapte aussi, j'adapte mon mode de sommeil. Et puis, là où j'ai un avantage comparé à Géraud et à l'ENAIG, c'est que moi, ça va être de la marche, mais je peux faire des pauses régulières et des pauses de quelques minutes. Du coup, en fait, je me suis entraîné en gardant ça à l'esprit. Effectivement, il faut faire des pauses très régulières, parfois des pauses courtes parce que ça suffit, mais parfois des pauses plus longues. Et en fait, je m'aperçois qu'à force de m'entraîner et à force de dépasser un peu mes limites et en fait, de tester mes limites, j'arrive à vraiment mieux comprendre mon corps et à savoir quand il faut que je m'arrête, quand je peux continuer, quand il vaut mieux m'arrêter maintenant pour ne pas atteindre des extrêmes et savoir aussi combien de temps il faut que je m'arrête. Donc oui, en fait, le sport a été essentiel pour moi, ça a été un révélateur, puisque avant, je n'étais pas un grand sportif, vraiment. En fait, j'aime bien dire que mon sport, d'habitude, c'était ne pas faire de sport. Et, et depuis, ouais, je m'entraîne très régulièrement et je vois que dans mes performances de tous les jours, bah, ça m'entretient et ça me permet d'aller toujours plus loin, de marcher plus longtemps. Là, il y a quelques jours, j'ai fait un aller-retour jusqu'à un parc. Je suis à Lyon, donc jusqu'à un parc. Et au total, il y en avait pour 7-8 kilomètres. Mais ça, il y a 2 ans, avant de commencer mes entraînements, j'aurais même pas envisagé de le faire. Et pourtant, j'ai réussi en faisant des pauses régulières, en sachant quand m'arrêter, sachant combien de temps m'arrêter. Il faut prendre beaucoup de respect, prendre son corps avec beaucoup de respect, c'est sûr, et gérer la fatigue, mais aujourd'hui, ça me permet d'envisager ma vie totalement différemment. OK. Merci, Julien. Bah, j'ai beaucoup. Audrey, peut-être pour continuer les questions. Oui, moi je voulais savoir quand même, est-ce que c'est grâce, alors moi je mets toujours le mot grâce, hein, parce que c'est un peu ma philosophie de vie et tout par rapport à la CEP, mais est-ce que c'est grâce à la CEP que vous avez eu le déclic de faire ces différents projets ou pas? On va repartir dans mon sens, peut-être, rapidement, histoire de ne pas perdre trop de temps. Réponse courte, Julien, réponse courte. Ouais, réponse courte. Ouais, donc oui, moi, clairement, la sclérose en plaques, mais c'est beaucoup plus profond. J'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses. Parce que avec le diagnostic, en fait, on découvre que la sclérose en plaques, au fur et à mesure,
En fait, on s'aperçoit que la sclérose en plaques ne va pas nous empêcher de vivre. Il faut s'adapter, c'est clair, mais surtout ce qu'on découvre, presque, c'est une découverte, en tout cas ça a été une découverte pour moi, c'est l'urgence de profiter de la vie, l'urgence de vivre à fond à chaque instant. Du coup, le sport, ça a été une révélation à ce moment-là, et sans la CEP, j'espère que j'aurais pu monter le Kili quand même, quoi. Mais effectivement, sans la CEP, sans la sclérose en plaques, je suis pas sûr que je me serais autant investi. D'accord. Et pour l'ENAIG? Moi, justement, c'est ma philosophie, c'est ce que je dis à tous mes sponsors, tous mes amis, c'est sans ma CEP, j'aurais jamais fait ce projet, puisque je n'aurais jamais fait du paralympique, para-badminton. Donc effectivement, moi, du badminton en valide, j'ai quoi, du niveau régional, alors que en para, c'est pas du tout la même chose. Il y a de multiples handicaps, mais c'est vrai qu'on vit un truc extraordinaire. Faire le tour du monde, voyager, rencontrer des handicaps différents, humainement, c'est extraordinaire, quoi. D'accord. Et pour Géraud? Ouais, sans hésiter, je dis toujours que sans sclérose en plaques, je suis pas sûr que je serais monté jusqu'au 80e parallèle nord. Voilà, donc oui, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des choses compliquées dans la maladie, mais comme dans toute maladie, comme dans une vie aussi sans maladie, ainsi de suite. La question, c'est plutôt le jour. Je disais avant, plutôt que de ramer contre la CEP, j'ai décidé de pagayer avec. Le jour où on se dit, de toute manière, elle est là en permanence, cette maladie. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on avance avec? C'est vraiment la question de fond. Et de se faire aider aussi parfois pour passer certaines étapes. Et je pense qu'en tout cas, pour moi, le sport est un moyen de rencontre absolument fabuleux. Je ne fais pas ça pour la performance sportive. Moi, je fais ça pour toute la dynamique autour des aventures qu'on vit, du vivre ensemble, handi, valide, avec nos différences, nos forces, ainsi de suite. Et oui, c'est super chouette. C'est le bon côté de la sclérose en plaques ou de toute maladie d'ailleurs. D'accord. Peut-être dans cette même idée, finalement, peut-être on va commencer par Géraud, se te dire comment on réagit finalement au moment du diagnostic, au moment de l'annonce. Hein, c'est-à-dire en se disant, finalement, on voit bien la maturité que vous avez tous les trois, la distance et la hauteur de vue que vous avez, mais finalement, quand on a cette annonce, comment on réagit? Alors, la réaction est toujours quelque chose en effet très personnel avec son histoire, la manière dont le diagnostic est fait, la manière dont il est reçu aussi, il ne faut pas oublier. Par contre, je pense qu'on passe à peu près tous, or plus ou moins, mais par différentes phases, hein, d'inquiétude, de rejet, d'énervement, enfin toutes les phases classiques dont je me souviens plus, j'ai une bonne excuse, j'ai une 7, mais les 7 phases d'acceptation de la maladie. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps de faire son cheminement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas hésiter à se faire aider pour passer des étapes. Voilà, moi j'ai arrêté le sport pendant 10 ans. Quand j'ai été diagnostiqué, on m'a dit, monsieur, texto, la vie normale, le sport, vous oubliez. Et la personne avait raison, en fin de compte, c'est que j'ai pas une vie normale, j'ai une vie extraordinaire. Et le sport, finalement, j'ai repris après 10 ans et je me régale. Donc, prenez le temps peut-être de digérer, chacun à son rythme, ainsi de suite. Se faire aider et puis après vivre, comme disait Julien, moi je crois que c'est ça, c'est vivez, vivez, vivez. Chaque minute de la vie est juste fabuleuse, il faut juste la regarder du bon côté. Et Naïg? Moi, effectivement, ça a été diagnostiqué avec une névrite optique, donc c'était pas très très important. J'ai perdu la vue d'un œil pendant 2 mois sans comprendre ce qui m'arrivait. Personne n'arrive à trouver ce que c'était. Et au final, quand on a trouvé, j'ai récupéré très très vite. Et pendant 6 ans, quasiment, j'ai rien eu. Et puis, mais du coup, quand même, à l'annonce du diagnostic, c'est compliqué parce que oui, effectivement, on s'appuie un peu sur son sort, tout ça. On comprend pas trop, on a l'impression qu'on va finir en fauteuil. Enfin, c'est toujours l'idée qu'on se fait au début. Et puis, en fait, c'est plus la famille qui encaisse, qui a le plus de mal à accepter que nous. J'ai l'impression, enfin moi, mes parents et mes sœurs ont vraiment eu du mal à accepter ça. Alors que moi, j'avais l'impression de rien avoir. J'avais eu juste une névrite optique, j'avais récupéré. Pour moi, c'est bon, c'était passé, quoi. Et eux, par contre, ils ont toujours du mal à accepter, quoi.
Puis bon, maintenant, avec le projet, voilà, ils voient que je vis des choses extraordinaires, donc ils sont à fond. Et puis, au final, ils acceptent mieux, mais c'est toujours compliqué. Ouais. Les parents, je pense, c'est plus dur pour eux, quoi. Quelques mots, merci. Quelques mots, bien. Ouais, très, très vite, promis. Ouais, non, mais je suis vraiment d'accord avec ce que Lénaï et Zéro ont dit. En fait, c'est vrai que fondamentalement, le problème avec la sclérose en plaques, c'est que de manière très générale, c'est des symptômes invisibles ou en tout cas peu visibles. Et du coup, les gens autour de nous ont beaucoup de mal à se positionner vis-à-vis de ça. Donc, la réaction de soi, moi, personnellement, j'étais hyper content d'avoir enfin un nom à mettre sur ma maladie, quoi. Quand j'ai été diagnostiqué, pour moi, c'était ça arrivait aussi au bout de 5 ans de troubles que j'arrivais pas à régler et que je comprenais pas. Mais du coup, en fait, au bout de quelques mois où on comprend un peu mieux ce que c'est, là, effectivement, arrive tout le poids de la maladie. Enfin, ça, c'est clair. Et puis, en fait, il a fallu que je gère la famille, quoi. Comme les naïfs. Enfin, en fait, moi, je me sentais pas trop mal, même si et j'étais surtout, comme je le disais, très content d'avoir un diagnostic. Mais il a fallu gérer ma famille, mes amis. Enfin, il a fallu gérer mon travail. Enfin, ma petite amie à l'époque. Enfin, ça a été assez compliqué et en fait, le fait de devoir gérer le traumatisme, dans mon cas, ça a été plutôt de gérer le rapport aux gens par la suite. Parce qu'effectivement, gérer le traumatisme, moi, différemment de vous deux, typiquement, j'étais hyper content d'avoir un diagnostic. Donc, c'était un petit peu différent. Par contre, gérer la suite, ça a été plus compliqué parce que de comprendre tout ce que ça impliquait, comprendre aussi la manière dont il allait falloir que je gère mes rapports aux gens. Enfin, effectivement, ça pose beaucoup de questions, mais une fois que on s'est stabilisé humainement vis-à-vis de ça, et ça prend du temps, comme le disait Géraud, une fois qu'on s'est stabilisé, en fait, c'est le bon moment pour remonter, pour rebondir, quoi. Je suis désolé, j'ai encore pris beaucoup de temps. Non, mais c'est très bien, Julien. Nous, c'est que on est les maîtres du temps à regarder les horaires et tout ça. C'est très, très bien. Audrey, les Du questions? coup, ouais, Allez. moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est une fois que vous avez décidé de faire ces fabuleux projets, il incombe quand même de pouvoir y accorder beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, de choses comme ça, de préparation physique. Donc, ma question, ça va être la suivante. Quelle préparation physique et combien de temps ça vous prend par semaine, par jour pour pouvoir arriver à ce niveau de défi personnel? Lénaïque? Voilà. Alors, c'est sûr que, en fait, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, en fait, j'avais pris une année sabbatique entre septembre 2019 et septembre 2020 pour les Jeux. Donc, je me suis pas mal entraînée. Voilà, j'ai stoppé mon travail pendant 1 an pour ça. Et puis, le souci, c'est que ça a été reporté d'1 an et j'ai dû reprendre le travail. Donc là, en ce moment, je dois gérer travail et entraînement. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes conditions que l'année dernière où j'avais pleinement le temps pour le projet. Donc là, actuellement, je suis en invalidité. Donc, je travaille 20 heures par semaine. Et à côté de ça, je ne peux faire que 2 entraînements par semaine puisque c'est trop compliqué entre les rendez-vous médicaux et puis surtout la récup. Alors moi, j'ai du coup 3 fois de kiné par semaine, 2 séances de balnéo et 1 séance à sec au kiné.
Donc, effectivement, avant, je pouvais m'entraîner 4 fois par semaine, mais sans le travail. Donc, là, maintenant, on s'adapte. Et puis, voilà. Donc, la récup est super, super important. Si on n'a pas la récup après l'entraînement, clairement, pendant 2 jours, on est KO. Donc, il faut prendre le temps de récupérer de son entraînement et prendre le temps de le faire, étirement, tout ça, parce que sinon, le corps, il a du mal à suivre. Moi, j'ai de la spasticité, donc c'est très, très important de prendre soin de ses muscles. D'accord. Et pour Géraud? Alors, pour la préparation de l'ultra-triathlon, là, c'est en effet une grosse préparation. Ça a été de 3 à 5, voire quelques semaines à 6 entraînements, en adaptant par contre à chaque fois à l'état de fatigue. En fait, compte l'équilibre est super dur à trouver. C'est-à-dire que parfois, il faut se dire, faut pousser un peu plus. Et puis parfois, il faut se dire, non, là, faut être à l'écoute du corps et voilà quoi. Et ça veut dire, je suis sur Saint-Malo, ça veut dire au moins une fois par semaine dans la mer pour nager, quels que soient les mois de l'année. Donc cet hiver, c'était 7-8 degrés et entre 45 minutes et 1h30 de natation. D'accord, ouais. Ça incombe quand même pas mal de contraintes aussi quand même, hein. Ouais. Et pour Julien? Je suis un petit peu dans le cadre de l'ENAI. J'ai jamais souhaité, en tout cas pour l'instant, ça va peut-être venir aussi par obligation, mais j'ai jamais souhaité arrêter complètement mon travail. Je suis chercheur en mathématiques, donc c'est un travail que je peux faire n'importe quand et n'importe où. Mais par contre, c'est vrai que ça prend du temps quand même. Et du coup, il a fallu gérer. Là, heureusement, ça fait 2 ans que le projet est lancé, donc j'ai eu le temps de beaucoup m'entraîner. Mais effectivement, chaque jour, je fais 1 à 2 heures de sport. Je vais 3 fois chez le kiné par semaine. Tous les week-ends, on monte de l'ordre de 500 mètres de dénivelé. Donc, ouais, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, on est en équipe, donc c'est du temps aussi que je prends à d'autres personnes. Donc, il y a beaucoup d'optimisation. C'est un truc qui marche pas mal chez les matheux, l'optimisation. Il y a beaucoup d'optimisation à faire, mais ouais, il faut gérer, effectivement, mais comme le dit Géraud, ouais, il faut écouter son corps quand même, quoi. Il y a 2 semaines, j'ai pris 1 semaine de vacances, entre guillemets, où je n'ai fait que travailler. Je l'ai payé la semaine d'après lors de l'entraînement, mais par contre, je sais que physiquement, c'était essentiel. Oui, il était temps de faire une pause à ce moment-là. Mais voilà. D'accord. Il y a une question là qui arrive, qui est sûrement pour savoir si peut-être au début, quand vous arriviez à faire du sport ou avec finalement des handicaps, mais qui se ressentent finalement, comment on vit ça, hein, parce que c'est vrai que l'idée, c'est on voit derrière un handicap finalement une paraplégie de ne pas faire ou de voilà. Et là, on a l'impression, en tout cas à travers cette question, et pour la poser comme ça, c'est plus l'idée de se dire c'est des handicaps qui ne se voient pas et qui pour autant peuvent retentir sur la vie de tous les jours, sa vie sportive. Est-ce que vous avez ressenti ça et finalement, peut-être la question aussi intéressante, comment vous l'avez dépassé? Géraud? J'essaye de faire tourner le premier, mais je me trompe peut-être, hein. Non, en fin de compte, je suis désolé, il y a une coupure de mon côté, ce qui fait que je n'ai pas entendu toute la question. L'idée, c'était de se dire finalement, quand le handicap n'est pas très visible, finalement, est-ce que c'est comment on le vit finalement, alors que le retentissement peut être important dans sa vie de tous les jours? En tout cas, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais ma vision là-dessus, c'est que c'est très lié au regard des autres, en fin de compte. On a souvent des handicaps invisibles, souvent en plus en début de maladie, que ce soit la fatigue, que ce soit autre chose, qui impacte aussi bien l'entraînement que la vie de tous les jours et tout. Et
j'allais dire, en ce qui me concerne, c'est oui quelque chose, je faisais pas un peu de sport avant, c'est quelque chose qui m'a gêné au début et aujourd'hui voilà, ça fait partie intégrante de moi. Si je peux pas un jour, ben, je dis que je peux pas. Et c'est vraiment dans la gestion des rapports aux autres et de dire: «Bah, ouais, je peux pas» et de savoir l'expliquer aussi. Je pense que l'explication est importante, d'expliquer pourquoi il y a quelque chose qui va pas. On n'ose pas parler parfois de ces symptômes invisibles au début, ce qui fait que les gens ont du mal à comprendre et je pense que ça peut être compliqué à vivre pour l'entourage, voilà, donc en tout cas, ce que je dirais là-dessus, c'est beaucoup de communication, peut faciliter énormément notre vie de tous les jours. Et finalement, vous le décrivez très bien, oser exprimer finalement ses difficultés. Mmh. Ouais, c'est pas hésiter à s'appuyer sur les autres. C'est quelque chose que j'ai, découvert sur Aventure Rustive 1 quand j'ai fait de Paris-Marseille, en kayak. Voilà, je suis un peu battant, je me dis: «Je vais me débrouiller tout seul et tout» et puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les gens étaient super contents d'aider et que d'accepter cette aide, bah, ça m'aidait à aller plus loin, ça m'aidait à avancer et ça m'a intellectuellement, mentalement, ça m'a fait franchir une grosse étape ça. Lénaïque, vous avez eu ce ressenti et vous l'avez dépassé comme ça Alors, j'ai eu exactement ce ressenti, surtout lors de mes tournois en para-badminton. En fait, j'ai un handicap qui n'est pas visible du tout. Et il y a eu beaucoup de jalousie par rapport aux adversaires des pays, d'autres pays, en fait, qui ne connaissaient pas ma maladie et qui me disaient bah, elle n'a rien à faire ici, elle n'a pas de handicap. Donc, du coup, c'est très, très difficile à encaisser parce qu'on galère. Enfin, voilà, la spasticité, c'est très difficile à vivre. Et effectivement, quand je suis sur un terrain, bah, ça ne se voit pas forcément. C'est après que je prends, on va dire que je prends cher. Hein. Et il y a certains mouvements que je n'arrive pas forcément à faire sur le terrain, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Et ça a été très, très dur au début. Voilà, il y avait beaucoup de remarques. Et puis, au final, même au sein du staff de l'équipe de France, en fait, je suis la seule à avoir une maladie chronique. Et parfois, étant très fatiguée, faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Et parfois, ça a un peu eu du mal à être compris. Et la communication, comme dit Géo, est hyper, hyper importante parce que si on n'en parle pas, les gens ne comprennent pas ce qui nous arrive, ce qu'on ressent. Et en fait, bah maintenant, voilà, tout le monde comprend la maladie. Et puis, même à mon travail, hein, clairement, mes collègues, j'ai eu une nouvelle collègue qui est arrivée il y a 3 mois. Elle me dit, mais pourquoi tu fais du paralympique qu'est-ce que tu as Et elle n'a jamais remarqué mon handicap à mon travail. Je travaille une part demi-journée. Je vais travailler le matin, mais l'après-midi, je suis complètement KO. Mais ça, mes collègues ne le savent pas. Donc, en fait, c'est quelque chose voilà, qui ne se voit pas sur le moment, mais derrière, quand on est chez soi, eh ben, là, on encaisse. Donc, la communication est hyper importante. Merci. Julien, quelque chose à rajouter? Ouais, alors, le premier truc, c'est que, alors moi, j'ai découvert, tout a changé, absolument tout a changé quand j'ai mis une béquille, quand j'ai pris ma béquille. Alors là, d'un seul coup, je suis devenu handicapé dans la tête des gens. Donc, je ne sais pas pour Géraud, quand tu as pris ta canne, si ça fonctionnait un peu de la même manière. Ouais, en tout cas, je me déplace donc en effet avec une canne maintenant. Il y a des gens qui ont plus réalisé qu'il y avait des handicaps avec ça. Voilà, ouais, je pense que le regard change, c'est marrant. Ah, mais c'est même assez hallucinant. Moi, je prenais le métro. Euh, J'avais du mal J'étais à Paris à l'époque. Je prenais le métro. J'avais du mal à avoir une place assise, à demander la place. Je le demandais, mais je voyais vraiment que j'avais des réponses pas contentes ou ils y croyaient pas, quoi. Et maintenant, j'arrive dans le métro. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai pris le métro à Paris. Je suis arrivé dans le métro avec ma béquille. Direct, il y a quelqu'un qui s'est levé pour me laisser la place. Bah ouais,
Enfin, c'est clair. Mais ça me fait enchaîner sur un autre truc, c'est la problématique du handicap invisible, quoi, et surtout le rapport qu'a la société vis-à-vis du handicap invisible. Pour la société, et moi, c'est vraiment un truc sur lequel je me bats et j'ai vraiment envie de me battre à l'avenir. C'est vraiment sur la thématique de faire parler les gens. Moi, j'ai un ami qui m'a fait, avec qui je monte, et j'ai monté avec lui dimanche, et il m'a fait la réflexion que les chauffeurs de la PAM, c'est les taxis pour invalides à Paris, ils devraient être capables de dire à une personne non si elle n'est pas invalide. Si par exemple, une personne qui a accès à la PAM essaye de faire rentrer un membre de sa famille qui n'est pas invalide et qui a théoriquement pas le droit à la PAM, bah, le chauffeur de taxi devrait le voir et devrait lui dire non. Je lui dis, mais comment enfin, alors que c'est quelqu'un qui me côtoie très régulièrement, je trouvais ça bizarre qu'il réagisse comme ça, parce que je lui dis en fait, il y a plein de handicaps qu'on ne voit pas, quoi. Et ouais, pour lui, c'était pas normal que je réagisse de cette manière-là. Et donc, ouais, alors que c'est quelqu'un que je considère comme réceptif et comme vraiment bienveillant, mais c'est juste qu'il y a une image dans la société qui est véhiculée par les médias, par tous les échanges qu'on peut avoir avec l'extérieur, qui est que une personne invalide, elle a une canne ou elle est en fauteuil roulant, mais un handicapé, ça se voit, quoi. C'est physique. Et ben en fait, nous, c'est pas que physique. Et les handicaps invisibles, je crois qu'aujourd'hui, il y a 20% des personnes actives qui déclarent avoir un handicap invisible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit toucher beaucoup de monde. J'ai lu ça sur Internet. Bon, après, faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet, évidemment, mais ouais, ça me donne envie de me battre, quoi. Ça me donne envie de parler de ça, de communiquer autour du handicap invisible. Vraiment, je sens que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Je promets de me taire rapidement. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que finalement, valide ou pas, valide ou invalide, en fait, il m'aurait fallu une cause pour me battre après. Ben, ça, c'est vraiment la cause autour de laquelle j'ai envie de me battre. Merci. Audrey, il reste 3 minutes. Oui, donc je vois qu'il y a une nouvelle petite question, enfin une petite question là. On nous parle de cryothérapie. Est-ce que vous y avez déjà eu accès? Est-ce que vous y allez régulièrement ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien si vous le pratiquez? Lénaïgue, par exemple? Alors, moi, du coup, j'ai essayé les séances de cryothérapie. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Par contre, j'ai essayé sur plusieurs cures pour voir à des moments différents de l'année. J'avais essayé la première en plein été, donc en fait, de passer de moins 110 à 35 degrés, ça ne l'a pas fait du tout. Du coup, après, j'avais fait une rééducation au pôle Saint-Hélier, justement, où j'ai essayé à CryoVest. Donc ça, je l'emmène, mais partout avec moi. C'est voilà. Donc tout l'été, je passe mon temps avec. Au travail, ils m'ont acheté une CryoVest au travail, parce que je suis assistante vétérinaire. Donc quand on est en chirurgie et qu'il fait assez chaud au bloc et qu'on a une casaque, tout ça, donc j'ai ma CryoVest. Et là, j'arrive vraiment bien à supporter du coup la chaleur. Et puis, bah, évidemment, avec mes tournois, je pars parfois en Thaïlande, au Japon, dans les pays très chauds. Et là, c'est obligatoire, quoi. J'ai pas le choix de l'emmener. Quand il fait 40 degrés et que c'est hyper humide en Thaïlande, et ben, ça me permet on va dire, de survivre, hein, parce que autrement, on finit très mal, quoi. Une petite question c'est quoi la CryoVest? Ah, la CryoVest, oui.
Alors, une crevette, c'est on va dire comme un petit blouson qu'on met au niveau du poitrail. Enfin, voilà, on enfile ça comme une veste, hein, et on met des pains de glace dedans. C'est des poches de glace adaptées qu'on peut mettre au congélateur et qui tiennent environ 2 heures. Et franchement, c'est vraiment génial pour les personnes qui sont sujets à avoir vraiment du mal avec la chaleur. C'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Géraud utilise comme froid l'eau Malouine. Exactement. Pour moi, la cryothérapie, c'est d'aller me baigner, quelle que soit la météo, quel que soit le temps, tant qu'il n'y a pas de tempête. Et je dois reconnaître que de passer du temps dans l'eau froide, il y a un petit moment difficile au début, mais après, me fait du bien. Et pour Julien? Ouais, moi aussi, j'ai remarqué effectivement la première fois que j'ai été me baigner en Bretagne que l'eau était un petit peu fraîche, disons, et, que quand je suis rentré, ça allait moyennement d'un point de vue mental. J'étais fatigué et quand je suis sorti, j'étais tout excité, j'étais vachement bien, quoi. Donc oui, effectivement, j'ai pas envie de tester forcément la cryothérapie parce que moins 110 degrés, ça me fait peur. Mais effectivement, les bains d'eau de mer frais, c'est bien connu que ça nous fait du bien, quoi. Puis moins 25 en haut du Kilimandjaro, ça va accélérer les choses. Moins 10, à la période où on part. J'en rajoute un peu. Peut-être Audrey pour une conclusion, parce que malheureusement, le temps passe très vite. Oui, écoutez, moi j'ai vraiment pris plaisir à échanger avec vous tous. Vous avez des parcours totalement différents, mais tellement enrichissants qu'on vous écouterait encore parler pendant des heures. Je vais inviter tout le monde à suivre toutes vos aventures et vous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux et choses comme ça, parce que vous véhiculez franchement de très, très belles valeurs sur le sport, le handicap, la vie qui ne s'arrête pas juste à un diagnostic. Donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort pour moi qui est très positif et je vous remercie à tous d'avoir bien voulu participer à nos côtés à cet échange. Voilà, donc merci à vous tous, hein, et puis bravo à ces 3 sportifs que l'on trouve aussi de très haut niveau. À bientôt. À bientôt, merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.